Marceau, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Livre Noir. merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de te faire découvrir. On va passer au tutoiement pour cette interview. Plus simple. Euh, à ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, tu es un auteur de bande dessinée, un dessinateur. Je ne sais pas dire quelle serait la meilleure manière de te définir. Est-ce que tu aurais un terme adapté? On pourrait dire dessinateur controversé. Si j'étais de gauche, on aurait dit dessinateur engagé, mais comme je suis de droite, c'est controversé. Cet entretien est le premier réalisé avec le soutien d'un partenaire. Et ce partenaire, c'est Terre de France, une entreprise qui reverse 100% de ses bénéfices à des agriculteurs en difficulté ou à des familles de militaires. Alors rendez-vous sur terredefrance.fr pour une collection de parfums, de savons ou de maroquinerie entièrement fabriqués en France. Alors, comme toujours, on commence cet entretien, Livre Noir, par une citation. Et pour toi, j'ai choisi Sylviane Agaginski. C'était l'épouse de Lionel Jospin, une philosophe plutôt classée à gauche, qui a eu des positions courageuses sur les sujets bioéthiques en particulier. Et là, elle parle du dessin. Elle dit qu'on ne peut jamais raconter un bon dessin, encore moins quand il est drôle. Qu'est-ce que t'évoque cette citation? Elle est très juste. Elle est très juste parce que un bon dessin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément explicable. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Si le dessin va avec du texte déjà, c'est-à-dire qu'un texte, surtout dans ma catégorie à moi, dans mon secteur à moi, j'aime bien quand c'est un petit peu grossier, mais de grossier à vulgaire, c'est vraiment un truc très fin. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut toujours être, c'est vraiment du dosage quasiment scientifique, c'est-à-dire qu'il faut choper les mots pile, même dans la longueur, ça joue, parce qu'une phrase trop longue peut casser le truc, trop courte, il n'y a pas assez de contenu. Et pareil au niveau du dessin, c'est-à-dire par exemple ce matin j'ai fait un petit dessin qui mettait en scène notamment une obèse, qui mangeait des frites comme ça, recouvertes de maillot, et ça pareil c'est très compliqué parce qu'on peut rapidement tomber dans la méchanceté vraiment gratuite, dans le vulgaire, on en revient tout simplement dans le vulgaire. Et donc c'est vraiment, tout ça c'est une alchimie très particulière, très précise, pour faire en sorte que tout soit juste. Et on ne peut pas non plus l'expliquer, même quand c'est juste après. Alors justement, là, je viens tout de suite à une des questions que je voulais te poser. Pourquoi, il y a beaucoup d'obèses, effectivement, Oui. dans les dessins que tu fais. C'est quelque chose qui t'a marqué dans ta vie, dans tes rencontres, ou je sais pas, est-ce que c'est le trait qui permet de révéler quelque chose d'un peu caricatural? Alors, moi je vais te dire, il y a plusieurs raisons. La première, elle est simplement technique. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop faire les décors. J'aime pas trop faire les décors, donc quand on fait un gros, forcément, on gagne beaucoup de place parce que ça remplit la case. Et ensuite, concernant l'obésité même, au niveau systémique, on va dire, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique de ce qui se passe dans l'Europe de l'Ouest, dans le monde occidental d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on se rappelle que les calories, à la base, c'est quelque chose qui est censé être utile, l'énergie. C'est pour partir à la chasse, c'est pour tenir la journée de boulot manuel, de boulot dur, etc. Et normalement, on n'est pas censé être obèse, en fait, puisque tout est censé se dépenser. S'éliminer, se dépenser. Et dans cette société occidentale de surabondance, on en arrive à des gens qui prennent 6 fois la dose nécessaire au fonctionnement de leur corps. Et souvent pour des raisons on sait très bien que le sucre, le gras, toutes ces choses-là, c'est du réconfort immédiat. C'est du plaisir immédiat qui est envoyé au cerveau. Je connais pas, il y a un terme, c'est pas la dopamine ou un truc comme ça. Oui, c'est des comportements addictifs. Des comportements avec addictifs, un tout effet ça. de dopamine. Absolument. Et moi, ce truc de société qui s'effondre, parce que quand tu regardes bien, avant, ceux qui étaient pauvres, c'était les gros. Pardon, excuse-moi, ceux qui étaient gros, c'était les riches, parce qu'ils avaient beaucoup à manger. Avec d'ailleurs des maladies liées à cet excès de nourriture, comme la goutte. La goutte, voilà. Absolument, ouais. Et tandis que les pauvres qui crevaient la dalle étaient super, super maigres, quoi. Et aujourd'hui, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que celui qui va être bien élancé, bien en forme, c'est le bobo qui peut se permettre de manger pas beaucoup et de très bonne qualité, tandis que le pauvre va devoir se gaver comme ça. Donc, moi, j'essaye toujours d'enlever les sentiments humains que je peux avoir pour dézoomer
et traiter ça d'un point de vue d'artiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle société j'évolue. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce que, pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi les gens sont gros ? Pourquoi les gens sont malades ? Pourquoi les gens se gavent d'antidépresseurs ? Pourquoi les gens sont lâches ? Pourquoi les gens sont tellement de choses ? Moi, toutes ces choses-là m'intéressent. Et tu soulevais simplement la question de l'obésité. Oui, c'est un symptôme d'une société qui ne va pas bien du tout. Puisqu'on est sur des gens qui mangent trop pour rien, qui sont malades et qui ne ressemblent plus à rien. Et c'est étonnant, quoi. Et justement, cette manière de décrire très régulièrement des comportements morbides, un peu des pulsions suicidaires, et cette manière de le décrire de façon très dure, parfois violente, est-ce que c'est pour dissimuler peut-être l'élan de pitié que naturellement cela peut t'inspirer dans la réalité ? Oui. Ou tu vois une forme d'émotion Oui. en fait que tu transformes en dessin très percutant. C'est pas mon métier d'être gentil. Ça dépend. Après, il y a plusieurs types de dessinateurs, d'artistes, de chanteurs, peu importe. Mon métier à moi, en tout cas tel que je me le représente, c'est vraiment d'être une sorte de radar, de filtre en fait, de filtre. Il y a des mecs des fois qui me disent dans les commentaires, c'est super juste ce que tu as fait là, t'as tapé dans le mille. Ça, je suis très content parce que ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Et moi, je trouve ça intéressant, même quand je regarde des créations artistiques, quel que soit le format d'ailleurs, un peu plus anciennes. Je trouve ça très intéressant de voir en fait la synthèse qu'a fait un artiste de l'ambiance de la société à ce moment-là. Ça, c'est important. Et c'est sans aucune prétention. Moi, je vais rien changer du tout avec mes dessins. Par contre, il y a peut-être des gens à qui ça fait plaisir de se dire tiens, effectivement, j'avais raison de penser comme ça parce que voilà. Moi, je synthétise beaucoup. Et pour répondre à ta question, évidemment que je suis malheureux de voir que ça va pas, d'une manière générale dans la société, bien sûr. Tu es né dans quelle région ? Je n'ai pas trouvé ton... Île-de-France. Île-de-France, d'accord. Tu as commencé à travailler à l'usine à 16 ans. C'était pour quel type de métier et dans quel type d'usine en fait Alors, je suis parti, j'ai quitté l'école à 16 ans en seconde, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. J'étais un gentil élève, mais je foutais rien. Je suis parti avec 3 de moyenne, quoi, donc ça marchait pas du tout. Et donc, en fait, j'ai pris le premier CAP qui venait, CAP de maçonnerie, parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose, quoi. Je n'allais pas rester à rien faire. Et donc, j'ai été apprenti maçon pendant 2 ans. D'ailleurs, je suis un très mauvais maçon parce qu'il faut savoir qu'un apprenti, en général, on lui file toutes les tâches les plus ingrates et on lui apprend pas vraiment le métier. Donc, moi, je portais des seaux, je pétais des murs, je préparais la colle. Ça s'arrêtait là. Donc, j'ai évidemment pas eu mon CAP. De toute façon, je n'avais pas spécialement envie de l'avoir. Et à partir de là, j'ai commencé l'intérim. Donc, dans l'intérim, il y avait de l'usine, effectivement. Il y avait aussi de la manutention sur les chantiers. Il y avait de la vente en magasin. Ça, c'est pas ce qui a marché le plus avec moi parce que je suis pas spécialement diplomate. Et j'ai terminé, je peux te dire le jour précis, c'était le 10 janvier 2014. Je travaillais dans une usine de nettoyage à sec, des couvertures d'Air France notamment, et des costumes de Disney. Au perchloréthylène, ça va parler à des gens qui connaissent le truc. Donc on travaille avec le masque parce que sinon ça fait fondre les yeux en fait quand on ouvre les machines. Et le dernier jour, ou plutôt la dernière nuit, parce que je faisais les nuits, donc je commençais à 21h, je finissais à 5h du matin. C'était en 3-8 En 3-8, absolument, ouais. Et la dernière nuit, sur ma fiche de bord avec les machines, j'ai marqué « dernière nuit ». Et celle-là, je l'ai ramenée à la maison, je l'ai encore, quelque part dans mon bordel. Et voilà, j'ai fini là-dessus. Ouais. Et c'était en parallèle de ce travail à l'usine que tu as commencé le dessin ? Oui. En fait, tu n'avais jamais vraiment dessiné auparavant dans les salles de cours Oui, bien sûr, non. J'avais toujours eu je dessinais toujours mieux que les autres. Enfin, mieux, je t'ai compris, mais un peu mieux que vite fait, quoi. Il y avait un petit truc, quoi. Et en fait, à l'époque, j'habitais à Rennes. J'ai passé mon adolescence à Rennes, de 13 à 20 ans. Et puis, je faisais toujours des croquis sur les coins des comptoirs pour faire marrer les copains. Et un jour, il y a un copain qui est venu me voir et qui m'a dit, il faut absolument que tu fasses une BD, c'est du gâchis, un talent pareil. Enfin, moi, comme j'étais pareil, je dis, écoute, dans une semaine, je te fais une BD, promis. Moi, j'ai qu'une parole. Donc, une semaine après, et je lui ai rendu une première BD
qui était nul, mais qui était nul. Ça s'appelait La vie d'Elvis. C'était un strip en 3 cases. C'était nul à chier, mais du début à la fin. L'ancrage, la composition, tout était nul à chier, vraiment. Et c'était voulu comme une biographie d'Elvis Presley ou rien à voir? Même pas. J'avais trouvé le titre comme ça parce que c'était Elvis qui tuait un gosse avec un flingue comme ça. Enfin, c'était vraiment de la merde, c'est nul à chier. Et n'empêche que je lui livre le truc. Bon. Et toute la semaine où j'avais fait ça, c'était en tirant la langue, j'étais comme ça, j'en chiais à mort. Je m'étais dit, tiens, c'est quand même marrant de passer simplement du petit truc pour faire marrer les copains sur un coin de calepin à la vraie BD. Je dis, tiens, on va en faire une autre, on va voir ce que ça donne. Bon. J'en refais une autre tout aussi mauvaise, etc. Et d'autres en autre, au bout de, je sais pas, à peu près 6 mois, je suis passé de 20 minutes de BD par jour à 6, 7, 8, 9, 10 heures. Et plus ça allait, plus je m'améliorais. Plus je supprimais les erreurs, je corrigeais les trucs comme ça. Et je me suis rendu compte, au bout d'à peu près 6 mois de bricolage, que je ne pouvais pas mener la vie que je menais à l'époque. C'est-à-dire boulot, usine, cuite avec les copains le soir. C'était ça, mais ça m'allait très bien comme vie. Moi, j'étais content, j'avais les copains, enfin voilà. Avec un apprentissage sérieux et en règle de quelque chose. Moi, j'estime que quand on apprend un boulot, on l'apprend bien. C'est pas pour devenir à peu près bon, c'est pour devenir le meilleur. Sinon, c'est pas intéressant. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne me fallait pas 10 heures par jour, il m'en fallait 15 ou 20. Il me fallait un cadre, comment dire, sans tentation autour, sans tentation d'amusement, d'excès, etc. Donc j'ai appelé ma grand-mère, je lui ai dit, écoute, la maison de mémé, là, dont on fait rien dans le village, là, parce que j'habite un petit village, est-ce qu'il y a moyen que je te loue une piole dedans, quoi? Oui, pas de souci. Et donc, un mois après, je suis revenu habiter dans mon petit village. Et là, j'ai totalement changé de rythme de vie. J'ai perdu 30 kilos en 6 mois. Parce que forcément, quand tu arrêtes de manger des kebabs et de te mettre des cuites au picon, tu décolles. Tu ressemblais un peu à certains de tes personnages à cette époque-là, avant de perdre les 30 kilos? Alors, pas à ce point-là, parce que j'étais pas un tas de graisse, j'étais plutôt un jambon. Parce que comme je portais des machins lourds la journée, j'avais 3 cm d'épaule en plus. Mais bon, t'as quand même de la couenne par-dessus. Mais oui, je faisais pas peine à voir, quoi, clairement. Et donc, ouais, à partir de là, j'ai vraiment une discipline. Même moi, quand j'y repense avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait ça? C'était hallucinant. On parlait de 20 heures de boulot par jour, sérieusement. Je dormais 4 heures et je me réveillais, mais en sautillant. Et puis je sautais. Alors, c'était même pas une tablette de dessin. J'avais un bureau tout pourri dans une pièce vide. J'avais pas Internet, enfin, c'était vraiment... et c'était que ça. Et de cette période, tu as gardé quel pourcentage de tes dessins? Tu as à peu près tout publié, finalement, ou... Non, énormément de déchets. Énormément. À l'époque, je faisais mon crayonné dans la journée. Tu connais les étapes, à peu près? Rappelle-les, moi, j'ai eu l'occasion d'écrire le scénario d'une bande dessinée, en fait, mais très courte, de 5, donc j'ai pu voir comment le dessinateur travaillait. Comment ça avance, ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est impressionnant parce que on voit vraiment les grandes plans. Enfin, tu fais sur du A3, sur des... A3, A4, ça dépend. Ouais. Et c'est magnifique avec les repentirs, etc. Enfin, tout ça, je savais pas de quoi il s'agissait. Et quand on voit le travail s'accomplir, c'est fascinant. Donc, j'aimerais bien savoir, toi, quelles sont tes étapes avant d'avoir un dessin abouti. Alors, mes étapes, je commence par un brouillon. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins mon idée. Je vais griffonner un truc, on dirait un petit peu des formes. Moi, je sais où ça va, mais n'importe qui peut pas comprendre parce que ça ressemble à rien. Ensuite, je fais mon crayonné. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus précis. C'est quasiment la planche finie, finalement. Et ensuite, l'ancrage. L'ancrage, c'est quand tu recouvres tout à l'encre de Chine, que tu fais les textes, etc. Et moi, pendant quasiment 1 an, j'ai pas fait un seul ancrage parce que matin brouillon, après-midi crayonné, je commençais mon ancrage et ça m'allait pas. Le papier m'allait pas, le stylo m'allait pas. Et j'ai passé 6 mois à déchirer mes feuilles, à aller à Rougier-Eplé, à Paris en train, pour prendre un autre matos, un autre papier, essayer des machins moins grains, plus épais, moins épais et tout ça. Et ouais, il a fallu à peu près 1 an pour que je trouve le bon matos qui me va et que surtout j'accepte que en fait il faut, enfin à un moment faut ancrer, quoi. Faut pas s'arrêter parce que au quart de la première case il y a un trait qui est un peu de traviole, c'est pas grave, fais-le, avance. Ensuite tu gommes et tu mets du blanco s'il y a besoin, tu fais un collage. Et voilà, mais cette première période était vraiment passionnante et j'en garde un souvenir très ému parce que
c'était hallucinant. J'étais vraiment seul, et je faisais que ça, quoi. Et personne ne t'avait guidé à ce stade-là. C'est-à-dire, tu n'avais pas un dessinateur, quelqu'un qui avait déjà publié une bande dessinée, qui t'avait expliqué, voilà, comment s'y prendre, Alors quelle technique. si, parce que j'avais fait 2-3 petits festivals de BD pour demander justement aux mecs, mais j'appréciais pas leur discours qui, à mon sens, n'était pas assez conquérant. Moi, ça m'intéressait pas. J'avais besoin qu'on me dise pleure du sang et deviens le meilleur. C'est ça qui m'intéressait. Moi, alors après, je respecte tout à fait les mecs qui sont dans leur petit coin, qui font leur petit machin tranquille, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, c'est pas ma conception. Donc, j'étais assez peu réceptif au discours qui m'apportait, parce qu'en gros, on me disait, oui, il faut travailler. Bah oui, du coup, mais je sais, j'ai dormi 2 heures, j'ai dessiné 24 heures avant, je sais qu'il faut travailler. Dis-moi autre chose, tu vois. Donc, non, j'ai jamais été trop réceptif à ce genre de discours. Et je me suis fait ma technique de 2 manières. La première, bon, évidemment en travaillant, mais la première en regardant, non pas en pompant, mais en regardant vraiment comment faisaient les grands. Alors justement, tes sources d'inspiration, donc ouais, Uderzo, Gottlieb. En premier lieu Gottlieb, parce que c'est ça, c'est principal. Il y avait quelque chose cette gestuelle était vraiment hallucinante, et puis c'était le premier à faire ça en plus. Reiser aussi, hein, dans Reiser aussi, tout ça, mais Gottlieb, Reiser, Uderzo pour la virtuosité, parce que c'est un type, c'est à pleurer. Franquin. Ouais. Idées noires d'ailleurs, il y a pas mal de... Oui, alors moi, moi je les aime tous, mais Idées noires, c'est dans l'esprit, ça se rapproche plus de ce que tu fais. Que... Tu me fais beaucoup d'honneur en disant ça, je me permettrai pas. Mais en tout cas, Eugène est plus proche d'Idées noires que de Gaston Lagaffe, quoi. Non, Idées noires, c'est beaucoup plus fin que ce que je fais quand même. C'est Franquin, quoi. C'est Franquin, voilà. Dans quelques années, tu seras on va savoir, le futur. J'espère, je me le souhaite, mais bon, on va pas s'enflammer. Et tout ça, donc, et tous les autres, toute la bande de Fil Glacial à l'ancienne en noir et blanc, quoi. Donc je regardais comment ils faisaient, et ensuite je regardais les mauvais dessinateurs pour comprendre les erreurs qu'ils faisaient. Et je voyais un mec qui avait fait une BD pourrie, je dis tiens, ça faut pas le faire. Et du coup je le faisais pas de mon côté non plus. J'ai appris des erreurs des autres en fait vachement. Est-ce que d'ailleurs tu as commencé à fréquenter d'autres auteurs de bande dessinée? Non, pas particulièrement. Non, parce que jusqu'à une période assez récente que je situe à 2-3 ans, j'étais vraiment un ours. Mais vraiment un ours. Là, ça va, je me sociabilise un petit peu. J'arrivais à parler aux gens sans grogner. Enfin, ça va. Franchement, il y a du mieux, vraiment du mieux. Mais à une époque, je ne sortais vraiment pas du tout. Donc, je ne pouvais pas rencontrer de dessinateurs parce que je rencontrais personne de toute façon. Et même au-delà de ça, j'ai toujours été assez peu apprécié dans ce milieu-là, pour des raisons tout simplement politiques, on va pas se mentir. Hein. Moi, je suis beaucoup plus à droite que la majorité de mes confrères, qui sont beaucoup plus à gauche, puisque c'est le milieu culturel, donc c'est toujours un petit peu, voilà. Donc, mais c'est pas du tout un souci, moi ça me dérange pas du tout, hein, c'est juste un constat, c'est un fait. Donc non, j'ai aucune, je crois pas que j'ai d'amis dans ce domaine-là. Justement, tu parlais de fluide glacial, c'est l'Indingre, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le dit. Hein. L'Indingre, ouais. Ouais, qui était assez hostile à ton égard. Ouais. Pour quelle raison? Là encore, c'est purement idéologique ou c'est une forme de jalousie? Quelle est la... Jalousie, je ne me permettrai pas parce que ça voudrait dire que je me considère au-dessus. Ce que je ne me permettrai pas de faire parce que j'aime pas les gens qui parlent comme ça. Donc non, jalousie sûrement pas. Après cette affaire, c'était vraiment un fiasco complet pour moi. C'est une grosse erreur parce qu'en fait, si je déroule l'affaire, alors que je lui avais jamais cherché aucune querelle, l'Indingre a commencé à m'insulter sur Internet en disant oui, ce tas de merde, facho, etc. Bon, et il m'avait diffamé en disant que j'étais copain avec Soral, ce qui est faux. Moi, ça me dérange pas qu'on dise les choses vraies sur ma vie. Par contre, qu'on réécrive ma biographie, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, j'ai cru bon, je pensais que ça marchait, de faire un procès pour diffamation. En me disant, c'est du bon sens. Je ne suis pas ami avec Soral, j'ai les preuves. Il n'y a aucune preuve qu'il est ami avec moi. Donc, c'est faux, donc je vais gagner. Sauf que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, les mecs comme moi, quand ils vont aux tribunaux, c'est comme commencer une course avec une jambe de bois et un boulet.
Et donc, en fait, le procès, alors que c'était l'un d'Ingres qui était en tort, a été totalement retourné. C'est moi qui me suis fait agresser par la cour. En gros, l'idée, c'était bon, alors Marceau, du coup, vous êtes un fils de pute, pourquoi? C'est moi le plaignant, pardon, tu vois. Donc, je me suis fait, enfin, j'ai pas honte de le dire, je me suis fait laminer complètement. Ce qui m'a donné une bonne leçon, c'est que d'une part, il faut jamais répondre à ce genre de provocation. Il faut passer son chemin, c'est pas grave. Et ensuite, il faut pas avoir confiance du tout en la justice. Pas du tout. Voilà. J'avais fait une erreur, j'aurais pas dû y prêter attention. Je me suis fait défoncer, j'en suis pas mort, c'est comme ça. Alors j'aime beaucoup tes mises en scène de bistrot, mais en fait c'est un monde qui est en train de disparaître. Oui. Malheureusement, c'était le lieu privilégié des brèves de comptoir. Il y a parfois un peu de cet esprit dans ton œuvre. Où est-ce que Enfin, c'était justement à Rennes que tu as trouvé ces ambiances encore de belote, de cendrier rempli, Enfin, je me souviens de la dernière cigarette éteinte dans un bistrot, c'était en 2007, si je ne me trompe pas, le 1er janvier. C'est vrai que ça commençait à dater pour les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, n'ont jamais connu ça. Ouais, il y a un côté nostalgique. Ça te manque, ces atmosphères-là? Oui, parce qu'il y avait quand même il n'y avait pas le côté aseptisé qu'on peut retrouver aujourd'hui sur ces sujets-là, comme sur d'autres d'ailleurs. Alors, fondamentalement, c'est quand même mieux parce que les serveurs ne meurent pas d'un cancer passif. Les mecs peut-être fument un peu moins. Enfin bon, tout ça, c'est beaucoup mieux forcément. Mais bon, au niveau de l'ambiance, de toute façon, c'est toujours ce qui est pas bon pour la santé qui est marrant. D'accord là-dessus. Effectivement, une grosse planche de charcotte, un paquet de gitane, du rouge, c'est super. Mais après, c'est cancer du pancréas, quoi. Et puis deux personnages qui peuvent n'avoir rien en commun et qui pour autant vont avoir une interaction incroyable sans même se regarder, en fait. Bien sûr. C'est souvent ce que tu mets en scène dans les dessins de bistrot. Il n'y a même pas d'échange de regard. Il y a une espèce de... Comme sur une scène de théâtre où les spectateurs seraient derrière le bar, en fait. Oui, parce que les mecs, ils ont dépassé le stade où il faut se regarder pour se parler, en fait. Ils sont là-dedans, ils sont confis, ils sont devant. La tête a plus besoin de tourner, en fait. L'ambiance bouge pas de 8h à 19h. Donc, tu travailles dans cette maison en complet autodidacte. Tu ne vas pas jusqu'à l'ancrage. À quel moment tu vas aller au bout et commencer à publier tes dessins? D'abord sur Facebook, hein, il me semble. Qu'est-ce qui va déclencher ça? Et combien de temps ça dure avant que tu décides de publier? Alors, au bout d'un moment, je me secoue un peu, je me dis, bon, comme je t'avais dit, maintenant c'est bon, on va jusqu'au bout de l'ancrage et on verra comment ça se passe. Donc là, s'ensuit une période d'à peu près 1 an, le temps que j'arrive à un niveau qui se tient à peu près, qui est regardable, on va dire. Et là, je commence à démarcher les maisons d'édition, par les voies classiques, on va dire, parce que j'avais pas Internet. Hein. Donc, je photocopiais mes planches, j'ai ma petite enveloppe, je mettais le nom de l'éditeur, et puis j'envoyais, et puis je me prenais des lettres de refus à tous les coups. Et en fait, ce qui a motivé, donc là on est en 2014, et en fait, ce qui a motivé ma décision d'aller sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai assez rapidement compris que quand tu passes par un éditeur, tu passes toujours, quand tu t'adresses à un éditeur, tu passes par des filtres. Premier filtre, la secrétaire. Elle peut tout à fait oublier ton machin, voilà. Deuxième filtre, le directeur de je sais pas quoi, de la rédaction, un truc comme ça. Autre filtre qui peuvent s'y rajouter, un mec dans l'équipe qui aime pas ce que je fais, qui gueule un peu, et que parce que c'est un connard, on fait écoute, c'est un con, on va pas le vexer, on va pas le publier, voilà. Et ensuite, le rédacteur en chef, etc. Tout ça, c'est des filtres qui fait que pour arriver juste dans la maison, c'est compliqué. Et après, une fois qu'on y est, on fait pas non plus ce qu'on veut. Il peut y avoir la fameuse ligne éditoriale que j'ai entendue dans tous les sens. Donc, j'en ai eu marre, j'ai dit, écoute, apparemment, ce que je fais, ça plaît à personne. Je vais m'adresser directement au public, aux vrais gens, pour voir comment ça se passe, en fait, si c'est vraiment de la merde ou pas ce que je fais, et à ce moment-là, je repars à l'usine, enfin, je fais un truc, quoi. Et donc, je me mets sur Facebook. Tu as hésité à tout arrêter à ce moment-là? J'étais pas loin. Je commençais vraiment... on arrivait sur un truc qui ressemblait un peu de la dépression, quand même. Parce que moi, comme je m'investis beaucoup, je me prenais beaucoup de refus, du coup. Et il n'y avait pas de période de latence où je disais, je vais prendre l'air pendant 2 semaines. Non, directement, à chaque refus, je recommençais, etc. Donc, je commençais vraiment à fatiguer. Et donc, je me mets sur Facebook et
Et ça a très vite marché. Donc ça m'a beaucoup rassuré. Et là, c'est à ce moment-là que tu fais la rencontre de Papacito. Je l'ai rencontré avant lui. Avant, d'accord. Je l'ai rencontré Vous êtes avant. rencontrés comment? C'était... J'espère que je vais pas trahir un secret. En fait, pour tout te dire, j'avais eu une espèce, plus ou moins d'éditeur avant cette période-là. Je dis plus ou moins. C'était un copain de ma mère qui connaissait un mec de la bande de Fluide à l'ancienne qui connaissait cet éditeur-là, qui était un petit éditeur vraiment très, très modeste dans la banlieue de Cachan. Et il m'avait dit, va le voir. Je vais le voir, très bien. Donc j'ai avec mes petites planches et tout. Bon, ça se passe tranquillement, le bon contact. Et dans cette pièce-là, il y avait Papacito, qui était copain avec ce mec-là. La rencontre s'est faite là. Et vous vous êtes entendus tout de suite? Directement, tu parles. Et avec l'éditeur, ça s'est Sur fini, quel ça s'est terrain? fini très vite. Sur l'humour, sur le rapport au progressisme, sur la création d'un univers mental un peu hors du temps. Alors ça, je vais te dire, c'est venu plus tard. Non, mais c'est assez rigolo comment ça s'est fait. C'est venu plus tard. Au début, on ne sait plus parce qu'on avait le même genre d'obsession. C'est-à-dire, on était passionnés par justement les mecs de bistrot, ça nous fascinait, hein, qui fumaient des cigarillos, qui buvaient du Ricard à 9h, c'était génial. Il y avait des anciens de l'Algérie qui traînaient le quartier, c'était super, les mecs avaient un œil, des doigts en moins. On adorait les écouter raconter leurs trucs. Et ensuite, ce qui nous a fédérés, c'est les tatouages. Parce qu'au début, Papacito, il avait, donc, je crois qu'il a 2 ans de plus que moi, donc il avait eu le temps d'en faire un peu plus. Il avait un truc ici, un truc là, et un 3e, pas plus. Et moi, je crois que j'avais peut-être 2 tatouages à l'avant-bras. Et donc, on se mate comme ça, on se dit, ouais, les mecs à l'ancienne et tout, ils font des tatouages atroces, c'est génial et tout. Et donc, à partir de là, c'est pour vous dire à quel point on est fins quand même tous les deux, a commencé un concours de tatouages de merde. C'est-à-dire que c'était à celui qui faisait le machin le plus épais, le plus dégueulasse, le plus bourrin. Donc, c'est pas toi qui les dessines? Plus ou moins. Oui, si, un petit peu, certains. Mais moi, j'ai une manière, en fait, quand je me faisais tatouer, je débarquais au studio, je disais, bah tiens, je veux ça. Donc, tu sais, j'ouvrais un reportage, un catalogue de flash dégueulasse avec des pin-up atroces. Et puis, je disais, vas-y, fais-moi ça, là. Puis ça partait comme ça. Donc, c'est pas le récit qu'on entend habituellement. Chaque tatouage a une histoire particulière. Non, là, c'était vraiment... J'ai quasiment que des merdes. Alors, il y en a quelques-uns qui sont importants. Je te dirai pas lesquels, mais qui sont vraiment importants émotionnellement, qui font écho à certaines personnes, c'est une rencontre. Mais 95%, c'est de la merde. Ouais. Et avec Papacito, du coup, ça a duré à peu près 1 an et demi. On se faisait des trucs comme ça. Et à un moment, il a pensé avoir gagné parce qu'il a débarqué avec son Hasta la Muerte, là, comme ça. Il fait alors, comme ça. Il dit alors, tu vas faire quoi maintenant? Il dit ah bon, tu vas voir. Et moi, après, j'ai fait mon bordel de Dieu, du coup, voilà. Et du coup, après, c'est reparti. Il a fait un truc encore plus gros, moi aussi, bon. Et là, on est comme 2 vieux guerriers qui se respectent, qui ont vécu une guerre ensemble et qui disent bon, c'est bon, maintenant, on est bon, on est à peu près égaux. Et vous décidez de travailler ensemble? Non. Non, pas encore. C'était pas encore là. On se perd de vue pour je sais plus quelle raison, la vie qui fait que. Là, on est en 2013, je crois à peu près. Et moi, je fais un financement participatif sur Ulule pour mon premier album Sans filtre. Et tu vois les noms des contributeurs qui donnent des sous, qui font des commentaires. Et je vois tout d'un coup son nom à lui, donc Hugo Gilles Gimnez. Je dis putain, c'est incroyable ce truc-là. Bon. Donc je vois le truc, je dis rien. Et je reçois un appel à 4h du matin. Parce que c'est un mec qui vit la nuit souvent. Je décroche. Il fait, ah bien alors ah, voilà. Ça y est, c'est lui, c'est parti. Voilà. Donc là, on prend un petit peu contact. Je lance ma page Facebook quelques mois après. Et il me dit, mais tu sais, moi j'ai un blog FDP de la mode. Ça marche bien. J'ai une page Facebook qui marche bien. Si tu veux, je te pub. Je dis, écoute, vas-y. Et donc, mes 200 premiers abonnés, c'est lui qui me les a fait. Excellent. Et à partir de là, on ne s'est pas perdu de vue. On a continué à parler un peu de ce qu'on faisait. Moi, je rentre chez Ring en 2016. Et quelques mois après, je dis, bah écoute, vas-y, viens, je te ramène. Et l'aventure a continué comme ça, quoi. Mais on a été vraiment... moi, c'est un très, très grand ami, Papacito. On a été complémentaires dans ce qu'on a fait. On s'est vraiment, vraiment, vraiment marré. On a fait les bourrins, mais c'était génial, quoi. C'était vraiment génial. Alors, quel est l'album dont tu es le plus fier? C'est très dur à dire, ça, parce que je suis fier de chaque nouvel album qui sort.
Parce qu'à chaque fois, j'ai fait ce que j'ai pu, en tout cas, j'espère que ça se voit, pour améliorer certaines choses. Donc, pour moi, chaque nouvel album est une merveille. 3 jours après, c'est une daube, il faut que je recommence tout. Donc, je pourrais pas vraiment te dire ça. Mais s'il fallait choisir, je te dirais Bordel de Dieu. Bordel de Dieu, qui est quand même assez abouti et assez spécial, je trouve, dans l'ambiance. Si je devais en choisir un, ce serait celui-là. Mais comment dire, je suis fier de ce que je fais parce que c'est du travail et ça vient pas de nulle part. Mais je suis jamais content non plus. Pour moi, je vois que mon album est là, je peux pas l'ouvrir. C'est un calvaire. Déjà, on te sent très perfectionniste. Enfin, j'imagine. Oui, je pense que c'est le cas. Ouais. Il y a certains. Est-ce que c'est pour cela tu n'as jamais été très loin dans une scénarisation de long terme, enfin, sur un album entier? C'est-à-dire, il y a des histoires sur 2, 3, 4 pages peut-être, j'ai plus en tête, mais jamais sur l'ensemble d'un album. Est-ce que c'est parce que justement ça te semblerait jamais assez construit ou jamais assez crédible ou que le personnage te lasserait? Enfin, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu préfères rester sur comme ça des personnages qui reviennent ponctuellement, qu'on prend ici et là, qu'on retrouve, donc Ouais. auxquels on s'habitue, mais qui n'ont pas d'histoire propre? Mhm. Tu vois, Eugène, on ne connaît pas son passé. Ça va venir. Voilà, non, mais c'est peut-être le cas. Est-ce que tu imagines scénariser réellement une histoire? Je ne sais pas comment le dire autrement. Oui. C'est compliqué parce que j'ai une méthode de travail qui n'est pas forcément académique, qui n'est pas du tout académique d'ailleurs, puisque moi, quand je prépare une planche, enfin quand je prépare un album, j'écris jamais de scénario en fait. C'est toujours... ça, c'est quand même mieux, contrairement à mes débuts, où c'était vraiment très laborieux, très lent. Là, en gros, pour te dire comment ça marche, donc j'ai fini mon album, mes murs sont vides. Je décroche 30 feuilles à 3, je les fous sur le bureau, je réfléchis. Tiens, qu'est-ce que je peux avoir comme idée? J'ai une idée qui tombe, à peu près, hein, et là, je commence directement à faire mes brouillons, et l'histoire suit comme ça. Donc, elle peut très bien faire 3 pages comme 20, comme 30, mais en général, c'est plutôt 10, 15, 20 maxi, parce que ça trouve rapidement ses limites. Ça, je suis conscient que c'est une faiblesse que j'ai, qu'il va falloir que je corrige, mais qui va venir avec le temps. Hein. Là, je sais que c'est pas le moment. Je suis sur d'autres, comment dire, j'ai d'autres chantiers en cours à améliorer sur le plan technique, par exemple, tous ces trucs-là, mais l'édit du scénario de la vraie histoire, peut-être même d'un autre personnage, hein, viendra avec le temps, c'est sûr et certain, parce que je vois bien que là-dessus, ça manque. En fait, je suis dans ma zone de confort, c'est très facile. C'est très facile, parce que comme je suis pas... alors, je suis un besogneux, mais j'aime pas quand ça traîne. J'ai horreur de perdre du temps. C'est pour ça qu'il faut que ça aille vite. Toujours ça aille vite. Et l'idée, en fait, de bloquer sur un scénario, l'idée de me dire pendant 5 jours, je bossais dessus et finalement, je vais tout arracher parce que ça va pas, j'aime pas du tout. Le personnage que tu préfères parmi ceux que tu as créés? Eugène, hein. Tu apparais toi-même dans tes albums, tu te représentes régulièrement. Qu'est-ce que ça fait en fait de faire son autoportrait souvent C'est pas très agréable. Hein. C'est pour ça qu'en général, je suis pas très causant dedans et que j'ai pas forcément un rôle incroyable. Hein. Je suis plus un figurant. Les peines de cœur aussi, c'est quelque chose. Enfin, il y a l'histoire du clown là, avec Oui. qui est particulièrement réussie. Mais elle est filée sur au moins, je sais pas, 4 planches, je pense, ou 3. Oui, parce que j'en ai chié. Ouais. Donc non, pas 4 planches, 20. 20, ah oui, 20 pardon, planches, ouais. bien sûr. 20 Ouais. planches, ouais. Et, d'ailleurs, ça j'ai un doute, elle est publiée ou c'est uniquement c'est sur les Brum réseaux 4. sociaux? C'est Brum 4. C'est Brum oui, 4, je sais ouais. pas, justement, j'avoue, je l'ai pas. Un album à venir là, tu vas Oui, prévoir Brum quelque 5. chose? Brum 5. Plus 2 autres trucs, je peux pas encore trop en parler, mais qui sont assez ambitieux, à venir en 2022. Mais ouais, Brum 5, ouais. Avec des idées de collaboration avec Papacito, avec, je crois que Laurent Oberton, tu le connais aussi? Oui. Il y a vraiment une entente. C'est à l'étude. Ah oui, on s'entend très bien. Ouais. Par exemple, Papacito, moi, je peux pas bosser avec n'importe qui. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, non, la phrase est pas juste. Je peux pas bosser avec tout le monde. Parce qu'en général, un scénariste, quand il te donne un scénario,
C'est case 1, case 2, case 3, tel déroulement, il y a une introduction, etc. Et moi, je me paume parce que je sais pas comment ça marche, puis j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Donc, en général, on bosse souvent à l'instinct avec les collabs que je peux avoir. Et Papacito, c'est un bonheur. Hein. Parce que lui, en fait, il te livre un scénario. Donc, c'est un espèce de bloc comme ça, avec que des punchlines, plus ou moins un enchaînement. Et moi, je taille dedans et je mets en forme, en fait, quoi. Je mets en forme ces punchlines magnifiques. Donc, par exemple, dans votre collaboration, c'est lui qui va d'abord fournir effectivement Ah, mais bien les sûr, textes, non, et non, voilà. non. Et, Ah oui, et oui. toi, tu arrives ensuite avec... J'arrive ensuite pour mettre en forme. Mais toutes les punches, c'est lui, évidemment. Tu as été politiquement donc un peu ostracisé de ce milieu de la bande dessinée, tu le disais. Par exemple, le festival d'Angoulême, tu n'y as jamais été invité. Non, quand j'étais chez Ring, on avait fait un truc, on s'est dit... Parce que l'année d'avant, ils nous avaient dit oui, il n'y a plus de place. Pas de souci. Déjà, on n'y croit pas, mais bon, pas de souci. Et l'année d'après, quasiment à la minute où les réservations étaient ouvertes, on a postulé, enfin, oui, non, il n'y a plus de place. 1 minute après. Tu vois. Donc non, évidemment que non. Et à l'époque de mon procès lamentable contre l'Indingre, là, j'ai le directeur de la cité d'Angoulême qui m'a chié dessus aussi sur Facebook. Donc c'est pour dire un peu les connivences entre tous ces gens-là. Oui, j'avais repéré en effet. Et comment tu expliques que pour autant, alors que tu es sorti de tous les circuits officiels, de toute la diffusion mainstream, disons, tu aies autant de succès sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a finalement un renversement dans l'hégémonie culturelle? Est-ce que c'est cette gauche qui a été si brillante, en particulier dans le dessin dans les années 60, 70, 80, et franchement, je pense que tu serais le premier à le reconnaître, il y avait des dessinateurs incroyables, très marqués politiquement, effectivement souvent à gauche. Est-ce que finalement, c'est pas le moment de la droite où vous vivez ce qu'a vécu la gauche dans les années 60, ce qui devait pas être simple, parce qu'ils étaient aussi assez largement ostracisés par une partie d'une France encore bourgeoise. Est-ce que tu penses que c'est un mouvement de balancier que tu vois, ou est-ce que ça reste tout de même très isolé et très peu diffusé comparé à ce que ça mériterait? Non, je pense que c'est un mouvement de balancier. Ce sont des cycles, à mon avis. C'est-à-dire que tous les dessinateurs géniaux dont tu parles, auxquels tu fais référence, Gottlieb, Reiser, Harakiri, tous ces mecs-là, il y avait qui dedans? Enfin, il y en a plein, on les connaît tous. Hein. Tous ces mecs-là, en fait, dynamitaient une société qui, à l'époque, était chiante. Il faut toujours se remettre dans le contexte. Hein. On dit que c'était mieux avant, mais à l'époque, peut-être qu'un jeune de 20 ans en avait marre de vivre là-dedans. Bon. Donc, ils ont tout dynamité avec l'énergie de celui qui veut dynamiter. D'accord. Donc là, c'était de l'humour de gauche qui était génial. Enfin, même moi qui suis relativement nacio, pro-militaire, pro-flic et tout, quand je vois comment Harakiri, fluide et tout, tape sur les flics et les militaires, c'est génial parce que c'est bien fait. C'est bien fait, c'est pas haineux non plus. Hein, il y a beaucoup d'énergie. En revanche, aujourd'hui, comme la gauche elle est installée depuis longtemps, ils sont sur leurs acquis, ils vivent sur leur laurier. Du coup, l'humour de gauche est très chiant aujourd'hui. Très chiant. Mais vraiment très chiant, quoi. C'est des mecs qui rigolent pas, c'est bon. Et donc, effectivement, c'est du cycle. Hein. Donc, les nouvelles générations sont en demande d'autres choses. À l'époque, on interdisait aux gens, je te parle de ça avant, à l'époque de Gaulle et tout, hein, de faire plein de trucs. Aujourd'hui, sous un couvert de liberté et de décadence, on va dire, c'est quand même beaucoup plus chiant qu'avant. En vérité, on peut faire beaucoup moins de choses qu'avant. On commence à grappiller en fait des machins comme ça, les gens s'en rendent compte. Et donc, quand ils tombent sur des types comme moi, entre autres, hein, parce que il y a des influenceurs beaucoup plus puissants sur YouTube, etc. Hein, Papacito en tête, par exemple. Mais quand ils tombent sur des types comme moi qui disent « Écoute, c'est bon, on en a marre, maintenant on va se barrer un peu », automatiquement, c'est logique que ça trouve un écho. Qu'est-ce que tu aimerais dynamiter en priorité, justement, dans la société actuelle? C'est très large comme question. Qu'est-ce que je pourrais dynamiter? J'aurais du mal à te répondre. Je te dirais dynamiter une ambiance à la rigueur. Tu vois, je botte un peu en touche. Mais plutôt que de dynamiter quelque chose de précis, c'est cette ambiance générale de tout prendre avec des pincettes, de sous-peser chaque chose qu'on dit, d'être toujours montré du doigt pour ce qu'on est, pour ce qu'on dit,
qui me gonfle énormément. Ouais. On voit beaucoup de cadavres ou de gens, les entrailles à l'air, les tripes sorties, les organes, le cœur en particulier, les entrailles bien sûr. Est-ce que c'est aussi parce que dans notre société, on a sorti la mort, on l'a dissimulée, on l'a mise de côté? C'est par exemple, c'est une réaction à cette hygiénisation de la vie? Non, alors peut-être pas aussi loin, non. C'est juste que graphiquement, c'est intéressant de Ouais, c'est plus graphique là. dessiner des mecs qui se font éclater. Ouais, S'il y avait parmi les planches que tu as pu réaliser, peut-être un des dessins les plus incorrects, ou en tout cas où tu as donné quelque chose vraiment qui était de rage, de l'ordre de la rage, tu vois. Mhm. Est-ce que tu aurais une idée en tête? Alors, incorrect, j'en ai un. C'est celui avec, qui est un classique, hein, avec convaincre, c'est d'abord s'habiller correctement. Peut-être que tu pourrais le mettre en post-prod, non? Ouais, on essaiera de faire ça. Tu vois? Je préviens l'équipe. Et de rage, je sais pas trop, parce qu'en général, la plupart des interventions de gêne, surtout par le passé, quand j'avais pas encore réussi à saisir la complexité du personnage, étaient quand même très violentes. Et tous les strips avec Eugène antérieurs à 2019, on va dire, sont assez violents. Oui. Oui, hein, sur le convaincre, on parlait justement de l'humour de gauche. La gauche allait beaucoup plus loin dans les années, Ah oui. dans les années 70-80. Il y a des titres qui aujourd'hui seraient totalement censurés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'échanger avec quelqu'un qui profitait de la licence de l'époque, justement bénie des années 70-80, où finalement l'humour était vraiment possible, et qui aujourd'hui fait partie des censeurs? Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui tu as dit, mais toi-même, tu dessinais des choses qu'aujourd'hui tu prends de l'interdiction, en fait? Alors, j'ai jamais eu de conversation directe avec ce genre de personnes. En revanche, beaucoup de gens dans les commentaires, souvent à l'écrit, m'ont fait ce genre de réflexion, alors que eux, même s'ils dessinaient pas directement, ils se revendiquaient de ceux qui avaient des prises de position et des dessins ultra violents. Notamment des mecs fans de Gottlieb, des mecs fans de Reiser, des mecs fans de tout ça, fans de Choron. En fait, tout va dépendre du messager. C'est-à-dire que si un dessinateur de gauche, je prends large, vraiment très large, on va dire un dessinateur autorisé, fait mon dessin. Convaincre, c'est d'abord s'habiller correctement. Donc avec le babos et le SS à côté. On va dire c'est merveilleux, c'est piquant, c'est audacieux. Si moi je le fais, c'est parce que je veux réouvrir les chambres à gaz. C'est toujours ça le truc, c'est toujours qui parle. Ouais, donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on entend des machins, des propos incroyables de la part de certains rappeurs, certaines personnalités politiques, Assa Traoré, qui appellent à la guerre raciale, mais en toute décontraction. Mais c'est pas grave. Je dirais un quart de ce qu'a dit, un millième, ce serait directement le bruit des bottes. Donc tout dépend toujours, c'est toujours par l'œil des médias, ça. Le média, il sait à qui il parle, et s'il parle à quelqu'un d'autorisé, la personne autorisée peut raconter les pires saloperies qu'elle veut, se revendiquer de qui elle veut. C'est pour ça qu'on voit des gens qui se revendiquent de Staline sans problème, parce que c'est rigolo. Staline, bon... À une époque, il me semble que c'était il y a 2 ans environ, mais tu avais réalisé une vidéo, tu expliquais que tu voulais en finir avec toute connotation politique, Oui. T'extraire de toute référence politique. Tu as changé d'avis là-dessus? Non. Non, c'est toujours le cas. Là, je te réponds parce qu'on parle en face à face, donc je te dis ce que je pense, mais dans dans ma production artistique, j'ai mis beaucoup plus d'humour général, parce que c'est ce qui est le plus intéressant à faire au niveau travail, en fait. C'est beaucoup plus complexe que de réagir de manière un peu, on va dire, agressive à des faits d'actualité. Et ensuite, quand je dois traiter quand même, parce que simplement ça m'indigne, des faits politiques, je les traite sous un angle différent. Avant, il y avait une notion de punition. Il y avait souvent Eugène qui débarquait dans des scénarios brillants, avec quelqu'un qui disait un truc pénible. Tu rigoles, donc tu vois à peu près ce que c'est. Tu voyais une Rangers taille 48 qui débarquait, voilà, et ensuite Eugène qui expliquait pourquoi ça se passait comme ça. Bon. Ça, effectivement, ça défoule, mais ça va pas très loin. Ce qui est plus intéressant, et ce que je fais maintenant, je pense avec pas mal de succès, c'est de m'attacher à la dégueulasserie de la personne qui a dit la saloperie.
Je sais pas si tu vois le truc. Mhm. C'est-à-dire que Mettre face à plutôt... ces contradictions. C'est ça, en gros, c'est ça l'idée. Et notamment l'hypocrisie ambiante. Il y a beaucoup de gens qui tiennent des discours humanistes pour faire bien. Derrière, tu leur mets un verre de vin, c'est un petit peu autre chose. Par contre, de retour sur le plateau, c'est voilà. C'est vrai que c'est la tonalité des derniers dessins que tu as publiés Oui. sur les réseaux sociaux. Oui. À ce sujet d'ailleurs, tu as combien d'abonnés aujourd'hui? Twitter, Facebook Facebook, 301 000. Ouais, donc c'est colossal. Twitter, 42. Et Instagram, ça monte 25 000, je crois. 25 000. Mais c'est plus intéressant, du coup, de montrer que les gens sont des dégueulasses plutôt que de bêtement les punir, en fait. D'ailleurs, on fait beaucoup plus mal comme ça d'une manière générale. Oui, sur la société hygiéniste, le pass sanitaire, c'est intéressant parce que là, c'est Oui, vraiment une. ça, c'est intéressant. Tu n'as pas de parti pris en soi, mais tu mets les gens face à des contradictions évidentes. Et d'ailleurs, dans les deux camps, il y a d'ailleurs une planche émouvante où les deux, il y a un couple, l'un est pro-vax, l'autre, enfin pro-pass, ou bref, je ne sais plus, pro-vax, je crois, anti-vax. Et puis ils se hurlent dessus, ils s'acharnent l'un sur l'autre, et ensuite ils finissent les bras l'un dans l'autre. Oui, J'ai ils font trouvé un ça bisou, émouvant hein. parce que c'est rarement. Enfin, tes histoires se terminent pas toujours bien, et là c'était plutôt charmant dans un contexte où effectivement on a le sentiment que la France se jette l'une contre l'autre et a oublié toute notion de nuance, quoi. Tout. Et paradoxalement, dans tes dessins qui sont pas franchement nuancés au premier abord, ben là tu atteins une forme de nuance par la dérision et une forme de tendresse. Mhm. Tu penses que tu pourras aller vers des dessins plus tendres, justement, avec moins de violence, moins de grossièreté, Bah, quand tu regardes bien, notamment dans mes albums, je mets pas mal de tendresse quand même, des fois. Il y a tout. Ça fait 3-4 Ouais, albums régulièrement. que je mets une histoire pour faire chialer dedans, tu vois. Un truc qui se finit toujours un petit peu mal, j'aime bien faire ça. Après, sur Facebook, c'est différent parce que du coup, je dispose que de 3 cases, ou 6 maximum. Donc forcément que la forme est plus offensive, tu vois. Après, sur la question que tu me posais, c'est, comment dire, moi je suis toujours mon humeur, mon humeur du moment. Si j'ai envie de faire quelque chose de cynique, je le fais, de violent, je le fais, en me demandant toujours si c'est cohérent surtout, tu vois. Ça, c'est le plus important. Quelle est la chose la plus émouvante qu'on t'ait dit quand tu fais des dédicaces? Je crois que tu as eu jusqu'à 800 personnes, c'est ce que tu disais, Oui. qui font la queue pour... bon, forcément, tu peux accorder très peu de temps aux uns et aux autres, mais quel est le souvenir le plus poignant que tu aies eu ou le plus amusant? Enfin, des petites anecdotes sur ces rencontres avec tes fans. C'était un gamin qui devait avoir 17-18 ans, qui est venu à ma rencontre en dédicace. Et quand je me suis levé pour lui serrer la main, faire une photo, je voyais qu'il tremblait. Je dis, mais calme-toi, il n'y a pas de souci, quoi. Vas-y, viens, on va faire un selfie. Il prenait le truc et il n'arrivait pas, il tenait comme ça, donc on a demandé à un autre gars de prendre le truc. Et je dis, mais calme-toi, mon grand, il n'y a pas de problème, quoi. Et là, il m'a dit, mais presque en pleurant, mais tu sais que tu m'as sauvé tu m'as sauvé. Il m'a dit quand ça allait pas, quand j'étais au fond du trou, parce que je sais pas, il m'a pas raconté son histoire, mais il devait y avoir un souci avec ses parents, peu importe, à l'école, je sais pas. Et il m'a dit, je lisais tes machins et ça me faisait tenir, etc. Bon, ça. Qu'est-ce que je te dis? On se rend pas compte. En fait, on se rend pas compte de la portée. On se rend pas compte de la portée de ce qu'on fait. Peut-être l'intention, dans mon cas, puisque comment dirais-je? J'ai jamais vu, si tu veux, le public comme une masse consommatrice ou un truc comme ça. Ça marche pas comme ça. J'ai toujours vu ça comme des gens qui me font vivre, déjà. Ça, c'est un truc, et les mecs, quand ils viennent mettre, si tu veux, 20 balles dans ton album, tu leur dois obligatoirement un respect. Tu dois bien travailler. Et ce que je veux dire, je me suis un petit peu embrouillé dans mon propos, mais si j'ai des gens qui sont aussi nombreux à me suivre et tout, c'est parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche, que tout est... Enfin, j'ai jamais spécialement changé mon fusil d'épaule, j'ai jamais eu d'arnaque avec moi. J'ai pas fait des cagnottes pour ci ou ça. Les frais de justice, j'ai payé tout seul. Enfin bon... Et bon, je suis parti un petit peu loin, je me suis embrouillé sur la question de base, mais en tout cas, le truc le plus émouvant, c'était le gamin, ouais. Et voilà. Et je suis toujours content, même quand des gens, sans qu'on en arrive à des
à des aveux pareils. Quand je vois des gens dans les coms qui disent simplement, bah tiens, grâce à toi, j'ai passé une bonne journée. Ou dès le matin, ça fait plaisir. Bon, bah écoute, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Belmondo, là, c'était très réussi. Ah oui, Bébel. Ouais. Tu avais t'avais une passion particulière pour J'avais pour pas une l'acteur passion particulière, mais comme tout le monde, je l'aimais bien, quoi. Ça se voyait que c'était un mec gentil. Et puis il faisait partie du truc, quoi. C'est une légende, quoi. D'ailleurs, on se rend compte que finalement, c'est autour de cercueils aujourd'hui que la France est encore capable de se réunir. Je pense à Jean Rochefort, à Belmondo, enfin, aux derniers acteurs de ces années-là. Tu sens que la France est de plus en plus divisée. Sur Quelque quel, chose que, sur sur quel- tous les plans, que les gens sont séparés, ont du mal à communiquer ensemble entre catégories sociales, origines, religieuses, ethniques. C'est quelque chose que tu Ah oui, oui, perçois, oui, ouais. oui. Bah, on est quand même dans une société qui est de plus en plus, je trouve pas le mot précis, mais clivée, peut-être un petit peu, c'est-à-dire que tout est segmenté maintenant, tout est segmenté. Mais ça c'est normal, je veux dire, quand on fait une société multiculturelle, c'est un mythe de penser que tout le monde va se mélanger. J'incrimine ni les Noirs, ni les Blancs, ni les Arabes, je veux dire, c'est un truc parfaitement normal de se réunir par groupe ethnique, on va dire. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les Arabes sont là, tous les Noirs sont là, tous les Blancs sont là. Ça se mélange un petit peu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sur les questions de masse, forcément que ça crée des enclaves selon chaque ethnie ou chaque culture, t'appelles ça comme tu veux, tu vois. Donc oui, on arrive à quelque chose d'un petit peu qui va être problématique parce que non, le multiculturalisme ne fonctionne pas. Quelle est ta vision de la France? Qu'est-ce que c'est que la France pour toi? Dans mon Ouais, dans ton imaginaire ou imaginaire, maintenant? non, dans ton imaginaire, vraiment si tu devais dessiner la France, tu vois, comment tu t'y prendrais? Eh ben, je resterai bloqué il y a 30 ans, avec mes personnages que j'aimais bien, qui Le fument bistrot. dans les bistrots, qui fument tous des clopes, qui payent en francs, tu vois, tout ça. Je resterai bloqué là-dedans. C'est pas que je me refuse à trouver de l'intérêt dans la société actuelle, c'est pas ça. C'est que naturellement, ça vient pas. Tu vois, je vais essayer de me forcer en disant... Alors évidemment qu'il y a toujours des trucs qui sont bien, c'est sûr et certain. Mais l'ambiance générale me plaît plus trop. Tu vois, on parlait des interactions tout à l'heure, avec les bistrots, tout ça, là. Aujourd'hui, c'est très triste parce que tout est digital, tout est... D'ailleurs, tu vois, on en revient à l'hypocrisie des bobos, tout ça, là. Tous ces mecs-là qui se font livrer de Uber Eats et des Deliveroo par des esclaves sans papier, et qui derrière vont te faire des violons. Non, tout ce qu'ils veulent, ces mecs-là, c'est des esclaves. Bon, et je trouve ça un petit peu triste, même tout ce qui est avec les applis de rencontre, tu vois. Sans forcément revenir à l'époque du parchemin et de la plume, etc. Bon, là, c'est quand même malheureux, quoi. T'ouvres ton machin, c'est Tinder, c'est ça, ton Tinder. Bon, bah voilà, t'as tous les culs à disposition, t'as tous les trucs. C'est triste, quoi. C'est triste. Il faut un petit peu de manque, quand même. Et on en revient encore plus loin à mon histoire d'obésité, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a trop d'offres, bah, tu finis gavé, quoi. Tu finis gavé. Et tu peux aussi bien être gavé mentalement et émotionnellement que physiquement, en fait. Et les gens sont aujourd'hui, les Occidentaux, sont à mon sens des obèses mentaux, finalement, des boulimiques mentaux, des hyperphagiques mentaux, qui sont abreuvés, qui sont gavés de tout. Ils ont tout. Ils ont du cul, ils ont tout ce que tu veux à n'importe quelle heure. Il y a tout ce que tu veux comme bouffe qui arrive. Enfin, c'est d'une tristesse, quoi. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce qu'il t'arrive de te dire qu'un jour tu auras aussi à critiquer les gens qui partagent globalement tes idées et qui se seront aussi installés dans un confort mental et qui ont aussi leur travers, leur hyperphagie C'est-à-dire, dans je ne leur comprends camp? pas ta question. Bah, imagine quelqu'un qui partage des idées mais qui est la caricature de lui-même et qui le devient de plus en plus et qui ne parvient plus à retrouver l'humour quand il n'est pas dans son camp, quand il n'a pas ses propres références. Est-ce que déjà c'est quelque chose que tu vois apparaître peut-être parmi tes plus grands fans ou parmi les gens que tu fréquentes et qui sont en circuit fermé? Et est-ce que, imaginons que la société bascule un peu dans le mouvement de balancier qu'on imaginait, est-ce que tu serais le premier à critiquer les nouveaux travers de ce nouveau monde hégémonique qui serait conservateur, de droite, je sais pas, mais
Tu vois, est-ce que tu serais prêt à tirer sur ceux qui t'ont soutenu auparavant, mais pour leur bien? Oui, je pense, mais après, il faut voir comment je serais moi, parce que peut-être que je serais un Cohn-Bendit finalement, tu vois, c'est-à-dire que les barricades en 68 et puis ensuite derrière Macron. Donc en fait, peut-être que je serais, oui, enfin lui, c'est vraiment un exemple incroyable, c'est-à-dire que on est vraiment sur le révolutionnaire qui se transformait en gros pantouflard et qui est dégagé par la nouvelle génération, moi en l'occurrence, et ceux qui viennent derrière. Donc oui, peut-être que je serais un vieux réac ridicule à dégager plus tard. On ressortira cette interview, du coup, ils me le ressortiront, peut-être. J'espère, ça veut dire ouais, que le ouais, livre noir aura une grande postérité. c'est bon, on va voir. Hein. Mais non, je peux pas te dire en vrai. Je sais pas dans quel état d'esprit je serais. Je pense que je serais assez vigilant quand même pour pas devenir une caricature de moi-même, parce que je suis assez à l'écoute comme mec. Donc si jamais t'as des gens qui me disent là ça merde, là ça va pas. Tu vois, quand j'avais fait des posts sur l'Afrique du Sud, c'est ceux qui avaient fait polémique. Et c'est vrai que le fond, je le maintiens sans souci, mais la forme était pénible. Surtout que ça faisait déjà des mois que je faisais de la politique. Puis tu sais, la politique lourdingue, vraiment, c'était pas drôle. Pour le coup, il n'y avait pas d'histoire de nuance, il n'y avait pas ça et ça. Et les mecs, ils m'ont dit, mais arrête, t'es lourd, quoi. T'es lourd, c'est pénible, quoi. Et j'ai écouté ces mecs, et du coup, je me suis remis en question. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc peut-être que si on en arrive, dans 30 ou 40 ans, à des petits jeunes qui me disent, écoute, là, franchement, papy, t'es lourdingue parce que... Je sais pas ce que je ferais, mais peut-être que je me remettrai en question. Ouais. Est-ce que tu as quelqu'un autour de toi qui justement est totalement en dehors de cet univers mental et qui est là pour te rappeler quand tu vrilles? Oui, C'est bien. ma tante. Ma tante qui des fois me dit attention, là, c'est moyen, voilà. Mais gentiment, il n'y a pas de... Mais non, je fréquente, je fréquente pas mal de gens, paradoxalement, qui pensent pas forcément comme moi. Et ça m'intéresse d'avoir leur avis. C'est-à-dire quand je sors de ma grosse bulle d'ours, là, et que je leur montre des trucs, ils me disent, bah non, ça va pas du tout. Et ce truc-là fait qu'effectivement, je me dis, oui, c'est vrai que ça va pas du tout. Moi, ça me paraît assez brillant à 14h chez moi. À 18h chez lui, il va me dire que non, et il a raison. Donc oui, j'essaye d'écouter un peu ce qui se passe autour, ce qui est toujours au risque et péril de la personne en face, parce que même si je m'apaise un peu avec le temps, je suis pas très perméable aux critiques. Voilà. Pour finir, sans parler de politique partisane, disons, la campagne présidentielle s'annonce. J'imagine que c'est un grand moment d'inspiration pour des dessinateurs, des observateurs. Et sans parler de personne, qu'est-ce que ça t'évoque, cette espèce de grande arène là où tout le monde se lance, il y a de plus en plus de candidats, c'est l'excitation. Tu parles de celle de 2022 Ouais, en celle qui précision, ouais. arrive. Ou d'ailleurs plus globalement, ces moments un peu étranges où on a une espèce de... Ouais, c'est l'arène, quoi. Bah, pour moi, en dehors de toute considération politique, hein, c'est un bonheur, parce que du coup, les mecs se comportent comme des hyènes. Donc ça, c'est un truc absolument génial. Non, alors moi, c'est vraiment une période très riche pour mon travail, parce qu'effectivement, tu vois tu vois les mecs qui se bouffent entre eux, qui sont plus hypocrites que jamais. Moi, ce que j'adore, c'est cette fois-ci, c'est la dernière. Hein. Là, vraiment, si on rate cette élection, la France, elle est foutue. Bon, il y a ça. Il y a le côté aussi, je voulais pas y aller, mais la France, elle est tellement mal que je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Oui, voilà. Il y a ces trucs-là. En fait, ça sent tellement l'arnaque enfin, moi, j'adore. J'adore d'un point de vue... Alors, en tant que citoyen, ça me fout la gerbe parce que je me dis, putain, on est vraiment pas sorti de tout ça. Mais en tant que dessinateur qui essaie toujours de choper dans le coin du bourrelet la petite saloperie, le petit regard, l'expression. Les expressions sont géniales, hein, avec leur regard éteint, là. Grave. Quand ils changent de sujet, c'est extrêmement grave, tout ça. Non, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Et même d'un point de vue, pour le coup, politique, je pense que cette campagne-là va être particulièrement sale. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît quand c'est sale, parce qu'au moins, ça bouge un petit peu. Là, je parle vraiment politique. Hein. Je pense notamment avec Zemmour qui va arriver dans le truc. Lui, il m'intéresse pas mal parce que, comme il est vraiment en dehors du truc, il peut se permettre de dynamiter beaucoup plus facilement.
Et c'est ça qui est fascinant avec Zemmour, c'est que lui, il s'en fout un petit peu qu'on dise, dis donc, tu serais pas un petit peu facho, au contraire, ça le fait marrer. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il peut soulever des sujets de manière beaucoup plus efficace que n'ont pu le faire d'autres candidats avant, qui, mine de rien, restent dans leur zone de confort, font toujours attention de ne pas sortir, et qui, quand on les épingle sur un truc, une parole un petit peu malheureuse ou un dérapage, vont très rapidement retourner vers la République en disant non, je suis républicain, il n'y a pas de souci, voilà. Donc, je la sens bien cette campagne. Ouais. D'ailleurs, tu as fait un dessin avec Marine Le Pen Oui, qui a oui. une coupe de champagne, un petit aileron de requin, Zemmour. Ben voyons. Si tu devais le dessiner, comment tu le dessinerais, Éric Zemmour justement? Je sais pas trop comment on le dessinerait. Il a je trouve qu'il a un visage qui se prête bien à la caricature. Il a des traits assez marqués, des particularités physiques. Non, moi je le dessinerais comme les autres, en essayant d'être le plus proche possible de la réalité. Et Emmanuel Macron, Il facile est à assez dur à dessiner? dessiner. Non, il est assez dur parce qu'il est assez lisse, lui. Oui, très lisse. Ouais. Il est lisse et surtout, il a un regard de psychopathe qui est vraiment très précis à croquer. Cette espèce de folie meurtrière sanguinaire qu'il a dans le fond, tout en gardant vraiment un débit volubile linéaire et des manières de tarlouse. Non, c'est vraiment un truc un peu spécial. Ouais. Si on prend ces dernières années, quel est le personnage politique que tu trouves le plus intéressant, justement visuellement, tu vois, en termes de... Encore une fois, on oublie le côté On partisan. oublie, ouais. Vraiment, un côté... t'as envie de le dessiner, quoi. Ex aequo, Le Pen père et Mélenchon. Parce que les deux sont quand même éruptifs. Les deux sont des tribuns, donc très expressifs. J'en ai rencontré aucun des deux, hein, mais très caractériels, donc aussi avec de la mauvaise foi, des machins comme ça, des très bonnes expressions. Ouais, ces deux-là, visuellement, me plaisent énormément. Ouais. Si tu avais une devise, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait un dessin, d'abord? Je ne pense pas. Et une devise, tu me poses une colle, là, tu me prends un peu de cours. Ouais. J'aimerais pas répondre à cette question. Oui, hein, c'est... Ce qui ne me tue pas doit se mettre à courir. Et puis pour terminer, on a dit que tes dessins étaient parfois un peu désespérés. Qu'est-ce qui te fait garder espoir tout de même dans cette France de 2021? Il y a un gros paradoxe chez moi, c'est que j'ai un fond, je l'admets sans problème, un fond dépressif, clinique, hein. Donc j'ai vraiment une très grande facilité à la dépression. Mais cette dépression ne m'a jamais mis dans un état léthargique qui m'a jamais empêché d'avancer, si tu préfères. Ce qui est assez curieux, c'est-à-dire qu'en fait, je me comporte physiquement, professionnellement comme un optimiste. C'est-à-dire que je me lève très tôt, tous les matins je suis allé, hop, on y va, le petit café, on fait ses pompes, on y va, donc vraiment comme un mec hyper enjoué. Et à côté de ça, je suis désespéré d'à peu près tout. Tu vois, donc je navigue entre ces deux trucs-là. Donc, pour répondre à tes questions directement, je n'ai espoir en à peu près pas grand-chose, puisque sans être un grand sage, je vois à peu près comment ça fonctionne l'espèce humaine, et c'est un petit peu désespérant. Si on prend sur la masse, toujours la masse, hein. Quand tu prends des individus, il n'y a pas de souci, mais quand tu commences à penser masse, on est vraiment sur du bétail, quoi. Toujours. Non, il y a rien qui me donne espoir, il n'y a rien qui me désespère non plus. J'ai pas d'espoir dans les élections, par exemple. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, que les gens commencent pas à dire « ça y est, il va militer pour Zemmour », ou pour n'importe qui d'autre d'ailleurs. Moi, je crois que rien va se régler avec des bulletins de vote. Clairement. Et qu'est-ce qui peut donner espoir après ? Ce qui peut donner espoir, tu vois, pour faire un miroir avec mon histoire de la masse et du bétail, c'est que j'ai vu ça avec le nombre de gens qui me suivent. J'ai quand même des gens fantastiques qui me suivent, si tu veux, et tu te rends compte que non, t'as quand même un petit peu d'espoir par ici. Par-ci, par-là, t'as un petit peu d'espoir. Tu vois des choses merveilleuses aussi qui se passent, tu vois, dans la société, dans le monde, un peu partout. Et il faut toujours jongler avec ce côté désespérant où tu te dis « mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens sont cons ?» Et quand tu t'es bien dit ça pendant 8 heures et que t'en peux plus, tu tombes sur un mec fantastique. Tu te dis « mais c'est génial, j'ai encore foi en l'humanité. » Voilà.
moi, je fais le ping-pong entre ces machins-là. Je fais le ping-pong. Bien, merci Marceau. Merci à toi. Moi, je trouve justement que ce que tu nous as raconté, c'est un beau message d'espoir, parce que avoir commencé dans une petite maison isolée, sans réseau, sans contact, par la force du travail, c'est déjà un très beau message. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Livre C'était Noir. avec grand plaisir. Et puis un merci particulier donc à Terre de France, qui est notre partenaire, qui nous a permis de réaliser cette vidéo. Un merci particulier parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc leurs produits sont fabriqués en France, mais surtout 100% des bénéfices sont reversés à des écoles rurales, à des agriculteurs qui sont sur de petites exploitations et qui souffrent, et puis à des familles de militaires. Donc voilà, c'est un très beau projet et on est content de travailler avec eux. Et puis surtout, dernière chose, la semaine qui vient va être très très riche en annonces du côté de Livre Noir. Donc si vous appréciez ce que l'on fait, suivez-nous comme jamais et apprêtez-vous à partager un petit peu les nouvelles et les beaux projets qu'on va annoncer. Restez donc attentifs et très très bon dimanche à vous tous.